Oui. Oui. Hello. Good afternoon. Bonjour tout le monde, bonjour depuis Bruxelles. Je m'appelle Tamsin Rose, officier pour la Fondation Afrique-Europe. Bienvenue à notre deuxième débat. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la migration et la mobilité dans le partenariat Afrique-Europe. Alors, pour cadrer un peu le débat, je vais commencer par quelques statistiques, mais avant cela, je voudrais vous donner quelques informations pratiques et techniques. Ce soir, nous avons de l'interprétation en français ou en anglais. Et en bas de votre écran, vous allez trouver une option vous permettant de choisir la langue de votre choix. Pour ceux qui nous écoutent sur les médias sociaux, utilisez le hashtag Talking Africa Europe, Imagine Africa Europe. Bien, alors on va parler de migration et mobilité. Alors quelques faits chiffrés avant de passer au vif du sujet. Depuis déjà 30 ans, la mobilité et la migration se sont accrues, de même que la population, la démographie mondiale. Donc le nombre de personnes qui migrent est passé de 2,9% à 3,6%. Et ça concerne la population mondiale. C'est-à-dire que la grande majorité des personnes restent chez elles, restent dans leur pays d'origine. Alors, quelques faits, quelques chiffres que nous allons vous montrer à l'écran pour vous montrer que les migrants africains ne sont pas en train d'inonder l'Europe. Ils ne représentent qu'une petite proportion des migrants qui vont en Europe. Et en fait, il y a plus d'Européens qui ont quitté leur pays d'origine pour aller vivre dans un autre pays que les Africains. Et j'en fais partie. J'ai travaillé, vécu dans 3 pays d'Europe différents. Lorsque mes qualifications, l'équivalence de diplôme a été faite, j'ai pu aller vivre au Royaume-Uni pour y travailler. Donc, il y a plus de personnes en Europe qui saisissent l'opportunité. Et ceci est également promu comme une opportunité d'apprendre à l'étranger, de vivre à l'étranger, de faire partie du développement économique. Mais les attitudes en Europe et en Afrique sont différentes par rapport à la migration et la mobilité. Et en fait, 8 sur les pays où il y a le moins de migration sont en Europe. Et les pays qui acceptent le mieux la migration sont des pays africains. Et les migrants africains ne représentent que 12,7% de tous les migrants en Europe. Donc, il est clair qu'il y a une différence entre la perception du problème et la réalité en termes de chiffres. Et voici ce dont nous allons parler. Et la première chose à prendre en considération, c'est que la plus grande migration de l'Europe vers l'Afrique, c'est une migration qui est gérée, bien traitée, qui se fait tout à fait légalement. Les personnes qui arrivent là participent à l'économie. Et après 2 ans de pandémie, il est clair que notre santé, notre bien-être, les services sociaux auraient été perdus sans ces migrants, parce que les migrants composent une grande proportion des personnes qui travaillent dans les services de soins de santé et d'assistance sociale. Alors, citons un peu le contexte. Ça, c'était pour situer le contexte du débat. Maintenant, je suis contente de passer la parole à Mo Ibrahim, qui est le cofondateur de la Fondation Afrique-Europe, de même que présidente et cofondatrice de la Moïbi Foundation, qui va présenter les débats d'aujourd'hui. Bon, vous avez la parole. On ne vous entend pas. Merci beaucoup pour cette introduction. Je voudrais tout d'abord accueillir nos invités, nos intervenants. Nous allons entendre Président Kagame du Rwanda, le Premier ministre de la Grèce, M. Kyriakos Mitsotakis, tel que le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita. Bienvenue. Nous allons, je suis sûre, avoir des échanges très intéressants. C'est le deuxième d'une série de dialogues qui nous ont menés vers le sommet Afrique-Europe. La semaine dernière, nous avons eu d'excellentes discussions et interventions sur l'énergie et le climat. Et tout s'est très bien passé. Tout s'est fait dans un cadre très ouvert, très honnête. Nous espérons que ce sera pareil aujourd'hui concernant la migration. Et
Et nous devons aborder les choses de manière franche et honnête. Et je suis impatiente d'écouter M. Kagali qui va nous expliquer pourquoi les Africains migrent ou pourquoi est-ce que certains migrent en sachant que la migration ne va pas toujours leur servir. Alors, je voudrais également, je me réjouis également d'écouter le Premier ministre de la Grèce qui va nous expliquer les problèmes qu'il rencontre en Grèce concernant la migration. Et ceci va nous mener à un dialogue très intéressant. Merci beaucoup. Very much, Mo, for making that introduction. Merci beaucoup, Maud, de cette introduction. Je suis heureuse de céder la parole à Son Excellence Paul Kagame, président du Rwanda et président du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'ODA-NEPAD. Monsieur le Président, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, chère modératrice. Son Excellence, Monsieur Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la Grèce, je suis très heureux de vous rencontrer, même si c'est de manière virtuelle. Moi, Ibrahim, cofondateur de la Fondation Afrique-Europe, chers participants, c'est un honneur pour moi de participer à ce dialogue sur la migration et la mobilité. Avant de vous faire part de ma contribution, je voudrais dans un premier temps revenir sur deux positions. Alors peut-être que certaines personnes ici penseront comme moi. Le fait de faire l'expérience d'un réfugié, être un migrant, relève de la responsabilité de dirigeants. Et donc, moi, j'ai les deux expériences. C'est la raison pour laquelle je pense que mon point de vue est particulièrement pertinent. En tout cas, c'est tout à fait conscient d'un côté et de l'autre. Je voudrais remercier la Fondation Afrique-Europe d'organiser ces rencontres en vue du prochain sommet entre l'Union européenne et l'Afrique. La migration et la mobilité ont toujours été à l'avant-scène du dialogue entre l'Afrique et l'Europe. Plusieurs questions soulevées par Mo Ibrahim. Pourquoi est-ce que les Africains migrent en Europe, vers l'Europe? Il y a plusieurs raisons à cela. Certaines d'entre elles sont comprises directement ou pas. Quoi qu'il en soit, elles sont d'ordre politique, économique, pour des raisons de sécurité ou pour fuir la guerre. Tout ça fait partie des raisons de la migration. Si les Africains préféreraient rester chez eux, à l'aise dans leur propre pays, et pouvant aussi aller d'un pays à l'autre, circuler dans les différents pays. Donc, du coup, certains de ces problèmes seraient réduits au minimum. Malheureusement, le débat est interrompu parce que certains profitent des réseaux criminels pour faire passer des migrants. Et donc, nous devons à tout prix entreprendre des actions pour avancer, pour progresser. Pour cela, il faut bien identifier, diagnostiquer les raisons principales de la migration et y répondre.
En fait, la principale raison, le principal déséquilibre, c'est le déséquilibre entre les capacités entre deux continents, entre le continent de l'Europe et l'Afrique. Alors, je parle d'accès à la formation, aux soins de santé, à un travail décent. Et donc, ceci fait que contribue donc au déséquilibre. Alors, une migration efficace, humaine, doit se faire dans un cadre de coopération pour répondre à l'écart d'investissement en capital humain. Alors, le défi, l'enjeu que représente la migration est une responsabilité partagée entre l'Europe et l'Afrique et les agences qui s'occupent de la migration. Tout pays a le droit de contrôler ses frontières et de réglementer, de réguler la migration. S'établir dans un autre pays n'est pas qu'un droit automatique. Mais il faut qu'il y ait un meilleur mécanisme en place pour faire la différence entre la migration illégale et la migration avec ces migrants qui méritent vraiment une protection et qui sont à risque de se perdre. Par ailleurs, obtenir le statut de réfugié ne devrait pas être le seul moyen d'avoir accès à une résidence en toute légalité dans le pays de destination. Je crois que nous devons aussi mieux faire participer les parties prenantes à la migration. Je parle ici de la société civile, des groupes de plaidoyer, de défense des droits des migrants. Tous ces groupes devraient faire partie du débat politique. En fait, comme point de départ, selon moi, c'est que chaque jeune Africain doit pouvoir mener une vie productive, en sécurité, une vie décente sur le continent africain, que ce soit dans leur pays d'accueil ou ailleurs en Afrique, ou dans leur pays d'origine ou ailleurs. L'instrument récent, Partenariat Afrique-Union européenne, étend ce champ des possibilités en Afrique, notamment la zone de libre-échange sur le continent africain et le protocole sur la libre circulation des personnes. Sur les 55 pays qui composent notre continent, seuls quelques-uns ont signé ce protocole qui permet la libre circulation des Africains. L'accès aux compétences numériques, aux technologies, est une des manières les plus stratégiques de moderniser les politiques sur la migration. Il n'est plus nécessaire d'être en Europe pour participer au marché européen, tout simplement en exportant des services et des marchandises à des clients européens. Il ne faut plus se rendre en Europe pour ce faire. Les jeunes Africains peuvent le faire à partir de l'Afrique, grâce à des investissements privés qui créent de l'emploi. Un multipartenariat entre l'Afrique et l'Union européenne et l'Europe doit pouvoir répondre aux défis de la migration en termes humanitaires et de manière plus générale. Un des exemples de cela, c'est le mécanisme de transit d'urgence qui a été établi au Rwanda en 2018. En fait, toutes les discussions visant la création des instruments ont commencé bien avant. Et donc, avec le partenariat Afrique et Union européenne et le Haut-Commissariat aux réfugiés, pour que des migrants puissent être évacués de la Libye. Les partenaires européens ont soutenu également cette initiative. Plus de 650 migrants ont été accueillis, protégés grâce à cet instrument.
et en attendant d'être pouvoir bénéficier du processus d'établissement. D'autres formes de coopération en matière de migration sont en cours de discussion avec d'autres pays. Ceci étant, les politiques mettent l'accent sur la détention, l'évacuation, la dissuasion, et ces politiques ne se sont pas avérées efficaces. Et ces politiques n'offrent pas non plus de solutions à long terme. Ça veut dire qu'il faut commencer à penser différemment et à agir différemment. La migration, dans un sens ou dans l'autre, continuera de représenter, d'être une des caractéristiques des liens entre l'Europe et l'Afrique, et ce pour des décennies à venir, parce que ça peut être mutuellement bénéfique. Pour autant que l'accent soit mis sur la réponse aux besoins de chaque personne. La meilleure approche pérenne, à longue échéance, c'est celle d'une coopération pour répondre aux écarts entre capitaux humains entre un continent et l'autre. Et tout cela en fournissant une protection, une assistance humanitaire à ceux qui en ont besoin. Mesdames et messieurs, nous devons travailler dans cette voie et tenir des discussions honnêtes, franches. Et c'est comme ça qu'on se rendra compte que ce problème n'est absolument pas insurmontable. Et je vous parle d'expérience. Quand je vois ce que nous avons déjà fait en évacuant, en sauvant des migrants en Libye, autre intervention en Israël. Nous sommes également en cours de discussion avec d'autres pays pour secourir des groupes de migrants. Et donc, ce n'est qu'en nous battant ensemble et qu'en réfléchissant ensemble qu'on pourra trouver une solution. Merci beaucoup, Son Excellence. Vous nous avez bien permis de comprendre la perspective adoptée. Vous avez bien expliqué que les 3 facteurs clés de la migration, pourquoi est-ce que les Africains quittent? Eh bien, c'est lié à la gouvernance. Et là, c'est un thème qu'il faut à tout prix aborder du point de vue de la dimension de sécurité politique, sociale et économique. Puis vous avez également parlé de cet écart, de cette différence entre les investissements en ressources humaines entre les 2 continents. Alors, d'un point de vue d'accueil, d'un point de vue d'un pays d'accueil, nous allons écouter Son Excellence Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la Grèce. Merci. Bonjour depuis Athènes où il fait froid et où il neige. C'est assez rare, mais c'est un privilège pour moi de m'adresser à ce groupe de participants et de pouvoir échanger des points de vue concernant la dynamique de relations entre l'Afrique et l'Europe. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous abordons le point complexe qu'est la migration et la mobilité. Merci, Président Kagame, de votre contribution très instructive et très intéressante. Il faut savoir que je m'intéresse beaucoup à cette idée d'un dialogue honnête entre l'Afrique et l'Europe. Effectivement, la question de la migration, la mobilité ne pourra être résolue que si on s'écoute, que si on écoute les préoccupations de chacune et de chacun, pour trouver ensemble des solutions qui soient acceptables par les différentes parties. Alors, nous sommes un pays voisin direct de l'Afrique. Nous sommes plutôt connectés à l'Afrique plutôt que séparés parce que nous partageons la même mer, la Méditerranée. Et donc, nous ne pouvons pas, bien sûr, être absents dans ces discussions. Et par ailleurs, après tout, la mobilité entre les côtes Afrique et grecques remonte à milliers d'années. Et en fait, à l'époque, ces mouvements étaient mutuels. Et on parlait bien effectivement de migration, pas uniquement du nord du continent, mais depuis la région subsaharienne. À l'époque, il n'y avait pas encore les cicatrices laissées par l'action des colonies. Alors, je suis vraiment impatient que se tienne le prochain sommet Afrique-Union européenne à Bruxelles, qui rassemblera des dirigeants des 2 continents.
Ce sera le sommet d'approfondir des thèmes sur les différents défis que sont la croissance, le développement durable, le changement climatique, les systèmes de soins de santé, l'accès à la vaccination et, bien évidemment, la migration et la mobilité. Je sais que vous avez déjà parlé du changement climatique et du secteur énergétique la semaine dernière. Le thème de la vaccination est prévu au dialogue la semaine prochaine. Et je mentionnerai simplement que la Grèce a donné plus de 5 millions de vaccins à l'Afrique. Que ce soit COVAX ou de manière bilatérale, sachez qu'ils ont été donnés, fournis à nos partenaires en Afrique. Président Kagame a parlé de la croissance mondiale, démographique mondiale, du fait que les migrants recherchent de la sécurité, de la stabilité et donc le besoin de s'adapter au changement climatique. Tout cela va façonner les mouvements de population dans les années à venir et ces éléments doivent être vraiment pris en compte dans les politiques sur la migration et la mobilité. Et les engagements de l'Union européenne devraient être mieux communiqués à l'Afrique. Comme vous l'avez souligné, Monsieur Kagame, une migration bien gérée peut avoir un impact positif pour toutes les sociétés. Mais ceci présuppose que l'on lutte vraiment contre la migration illégale et la traite d'êtres humains en mettant surtout l'accent sur le rôle destructeur que jouent les réseaux criminels. Ceci qui cause des pertes tragiques et malheureusement, ça ne fait qu'entretenir les réseaux de gangs et de réseaux de criminels. La Grèce est la première porte d'entrée de l'Union européenne et donc vous le savez que c'est ce pays qui a été à l'avant-scène pour lutter contre ces groupes criminels et qui causent toutes ces souffrances humaines et toutes ces pertes humaines. En Grèce, nous sommes également, malheureusement, confrontés à l'attitude d'un pays voisin qui utilise, qui exploite la détresse des personnes et qui a un agenda politique qui va à l'encontre de ce que veut la Grèce et l'Union européenne. Et les pays africains, les pays de l'Union européenne doivent condamner toute tentative d'utiliser des migrants à des fins géopolitiques. Malheureusement, c'est une pratique qui se poursuit et qui est tout à fait inacceptable. Avec le soutien de nos partenaires et malgré le fardeau que cela représente pour nos économies, nous avons accompli des progrès remarquables. Et nous avons clairement indiqué que nous voulions respecter nos obligations internationales ainsi que les droits fondamentaux des gens qui veulent traverser nos frontières, qui sont également les frontières de l'Union européenne. Nous avons sauvé des milliers de gens en mer et donc nos gardes-côtes ont fait un travail remarquable de recherche et de sauvetage pour essayer de venir au secours de gens qui étaient dans une situation désespérée. Cet été, alors que nous essayons encore de gérer ces différents flux, nous avons dû accueillir des centaines, des milliers de migrants afghans qui ont fui le régime taliban. La situation de ces gens, c'est une situation de gens qui sont en situation vulnérable, qui veulent trouver refuge chez nous, et que ce soit eux, que ce soit ceux qui traversent la Méditerranée, il s'agit de mettre un terme à cela. Et pour cela, il faut prendre des actions significatives sur 3 fronts. Premièrement, comme l'a déjà dit le président Kagame, l'Union européenne doit offrir davantage de possibilités de migration régulière. Un pays comme la Grèce, et on peut parler des caractéristiques de notre marché du travail. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines. C'est vrai qu'on a un manque de travailleurs agricoles, une forte pénurie de travailleurs agricoles en Grèce pour l'instant, puisque par le passé, ces personnes venaient des pays Balkans, mais maintenant
Ils ne s'intéressent plus à ce genre d'activité. Et donc, pourquoi ne pas mettre en place des programmes organisés qui permettraient à des travailleurs agricoles africains de venir chez nous pour répondre à ce besoin que nous avons? Ce serait finalement une solution gagnant-gagnant. Et évidemment, ce serait un programme qui serait organisé, un programme migratoire organisé. Le deuxième aspect de notre stratégie, c'est qu'il faut qu'on ait une meilleure protection de nos frontières, qu'on combatte les réseaux criminels de trafiquants et qu'on ait une meilleure gestion des flux migratoires. C'est quelque chose que nous avons fait. Ça a d'ailleurs été reconnu par le président Kagame. Les pays ont le droit de protéger leurs frontières. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait, à la fois pour nos frontières terrestres et pour nos frontières maritimes. Mais dans le même temps, nous avons aussi pas mal à offrir aux pays africains au travers du renforcement de leurs capacités. À l'évidence, les pays africains ont besoin et devraient être ouverts à une coopération plus constructive et j'attache beaucoup d'importance à cette question. Cette question des gens qui n'ont pas le droit de résider en Europe et qui sont renvoyés, qui ne sont pas persécutés dans leur pays, qui n'ont pas reçu le statut de demandeur d'asile. Il faudrait qu'on devrait faciliter leur retour dans leur pays d'origine. Et pour cela, on a besoin de votre coopération, on a besoin de la coopération des pays africains pour que les revenants puissent trouver une vie normale chez eux. Et on doit pouvoir encourager ces personnes, et justement pour éviter que les gens ne quittent leur patrie. Et on sait que chaque pays a ses propres vulnérabilités, a ses propres problématiques. Certains sont en proie à une violence, au crime organisé, à l'instabilité, à des crises humanitaires dues à des catastrophes humaines ou artificielles. Et certains cumulent plusieurs de ces facteurs. Par exemple, la situation de coup d'État au Burkina Faso nous le montre aujourd'hui de manière éclatante. Et donc, il va falloir que l'on trouve des solutions sur mesure. Et je pense que des États africains accueillent déjà pas mal de réfugiés eux-mêmes, ainsi que pas mal de populations déplacées. Et donc sont confrontés à des défis majeurs. L'Afrique subsaharienne accueille plus qu'un quart de la population des réfugiés. Et donc, il faut mettre en place une aide pour les systèmes d'aide et d'accueil, ainsi que développer des approches durables pour accueillir les réfugiés. C'est indispensable. La démographie est aussi un facteur important qui va façonner nos actions futures en Afrique. Nous devons, dans toute la mesure du possible, veiller à ce que les jeunes générations africaines aient une raison et les ressources nécessaires pour rester dans leur patrie. Et je le répète et je le redis dans le contexte d'une reconnaissance totale de la nécessité de permettre aussi une migration tout à fait régulière, y compris des personnes les plus qualifiées, sans pour cela contribuer à l'exode des cerveaux. Et je reviens à ce que disait le président Kagame, il faut que nous offrions davantage d'opportunités pour que les jeunes Africains talentueux puissent travailler chez eux, dans leur pays, y compris pour des entreprises européennes. Donc, c'est une piste qu'il faut sans doute encore davantage creuser. Et pour conclure, j'ai bien pris note des remarques formulées par notre animatrice, disant qu'au final, il n'y a qu'un petit nombre de la population africaine qui migre. Et c'est vrai qu'en termes absolus, c'est vrai. Mais pour un pays comme le mien, qui est finalement la porte d'accès à l'Union équilibrée et raisonnable pour relever ce défi de la migration. Et donc, je salue le fait que nous allons pouvoir bientôt nous rencontrer en personne pour avoir un débat franc et honnête entre l'Afrique et l'Union européenne. Et ce sera aussi pour nous l'occasion, sans doute, de mettre en place des relations bilatérales entre des pays européens et des pays africains. Ce sera aussi l'occasion d'étudier des pistes de coopération.
le problème ne sera pas résolu sans que nous nous engagions avec nos partenaires africains dans un partenariat sur un pied d'égalité mutuel et mutuellement avantageux. Et pour ma part, je peux vous dire que la Grèce est déterminée de contribuer activement à ce débat, mais aussi à prendre des mesures pour relever ce défi. Merci de m'avoir écouté. Merci, Votre Excellence. Nous comprenons que vous n'allez pas pouvoir rester avec nous jusqu'à la fin de notre débat, car il y a un phénomène météorologique extrême que vous devez gérer pour l'instant chez vous, dans votre pays, mais merci de votre intervention. Et maintenant, je vais me tourner vers un pays d'Afrique qui a une expérience de la mobilité et de la migration, mais sous 3 angles. C'est un pays de transit, c'est un pays de destination et c'est un pays d'origine. Donc, je voudrais vous présenter du Maroc, Monsieur Nasser Bourita, qui est le ministre des Affaires étrangères et qui s'occupe également des expatriés. Et donc, Monsieur le ministre, on voudrait savoir quelle est l'expérience du Maroc par rapport à ces 3 perspectives que je viens d'évoquer. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les excuses de Monsieur le ministre Nasser Bourita, qui n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. Il s'excuse parce qu'il a dû quitter il y a quelques minutes le ministère en raison d'une contrainte de dernière minute. Donc, il m'a chargé de partager avec vous quelques réflexions. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Fondation Afrique-Europe a eu raison de choisir la thématique de la migration et de la mobilité pour traiter du partenariat Afrique-Europe. Depuis le 5e sommet UE-Afrique de 2017, le monde a connu des bouleversements inédits liés à la pandémie. La pandémie a remodelé les migrations. Il nous pose face à un paradoxe. D'un côté, la pandémie a disproportionnellement affecté les migrants. De l'autre, les migrants ont eu un impact positif, voire décisif, autant pour les pays d'accueil que pour les pays d'origine. La pandémie a révélé une autre réalité. Les migrants du Sud représentent au Nord jusqu'à 1/3 des travailleurs du secteur essentiel de la santé. Je tiens à saluer la Fondation et à vous remercier d'avoir invité mon pays à partager ses réflexions et son expérience sur la migration. Ce choix se justifie à plusieurs titres. Premièrement, le rôle de leader africain pour les questions migratoires de Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste. Sa Majesté est à l'origine de la politique africaine unifiée en matière de migration, contenue dans l'agenda africain pour la migration, et de la création de l'Observatoire africain des migrations qui a été inauguré le 18 décembre 2020 à Rabat. Deuxièmement, la vocation naturelle du Maroc en tant que trait d'union entre l'Afrique et l'Europe et pionnier d'un partenariat volontariste. Troisièmement, l'expérience du Maroc qui a vécu l'ensemble des transformations du phénomène migratoire en tant que pays de départ, de transit et de destination simultanément. Ainsi, la politique migratoire menée par Sa Majesté le Roi découle d'une approche introspective de la question migratoire, solidaire et responsable. Elle a permis de régulariser des dizaines de milliers de migrants. Quatrièmement, le Maroc est de tous les débats régionaux et internationaux sur la migration, du Forum mondial sur la migration et le développement, au dialogue africain sur la migration et le développement, au processus de Rabat et à l'adoption du pacte de Marrakech. Le Maroc a toujours apporté sa pierre à l'édifice. Je vais, si vous le permettez, aborder 2 grands axes aujourd'hui. Le premier est que la migration est devenue un élément central du partenariat Afrique-Europe, mais pas pour les raisons que nous croyons. Le deuxième, est-ce qu'il vaut mieux gérer la migration conjointement que de la subir séparément, dans une approche de jeu à somme nulle? La migration est devenue un élément central du partenariat Afrique-Europe et c'est pour le mieux. Pourquoi me dira-t-on? Pas parce qu'il faudrait s'alarmer africaine, pas parce que la migration sud-nord
serait plus fréquente que la migration sud-sud. C'est faux, en particulier en Afrique où la migration est intrarégionale à 75%. Ce n'est pas non plus parce que le migrant serait responsable de porter atteinte à l'économie, à la société ou à l'identité. Ce n'est pas enfin parce que la gestion migratoire se limiterait à une seule gestion des frontières extérieures. En somme, si c'est pour le mieux que la migration soit devenue un élément central du partenariat, ce n'est pas parce que l'obsession migratoire serait justifiée. C'est précisément parce qu'il existe un décalage entre la perception de la migration et son poids réel. Au-delà de ce constat, la place grandissante de la migration est un motif de réjouissance. À quelque chose, malheur est bon. De ce bon côté des choses, l'obsession migratoire a éveillé les consciences et a donné des résultats tangibles. Il a ouvert les yeux sur le continent africain en interpellant les États européens. Il a aussi interpellé l'Afrique pour qu'elle relève le grand défi qui est celui de parler d'une seule voix lorsqu'il s'agit de la migration. Il a permis de mobiliser des fonds en consacrant une part de plus en plus importante aux migrations à travers notamment le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. Il a renforcé le dialogue au niveau bilatéral, régional et continental et a mis en place des instruments politiques de coopération. Il a enfin galvanisé les efforts en s'inscrivant dans le cadre d'une réforme plus générale des règles de l'Union européenne en matière migratoire, celle du nouveau pacte sur la migration et l'asile. Autant de résultats qui viennent confirmer la valeur ajoutée de la migration. La migration peut en effet contribuer à la refonte du partenariat en ce qu'elle est créatrice de liens humains, de complémentarité économique et de coopération politique. En somme, la migration offre un condensé des opportunités et des défis qui se présentent aux deux continents et peut être un facteur de paix, de compréhension mutuelle, de prospérité et de développement. OK. Mais c'est là mon deuxième axe, alors que la migration prend de l'ampleur dans le partenariat, il nous appartient de la structurer, pourvu toutefois que nous changions de méthode pour la gérer conjointement au lieu de la subir individuellement. Nous avons les outils pour le faire, des références sur lesquelles s'appuie ne manque pas. À l'échelle internationale, nous avons le pacte pour la migration, le pacte de Marrakech. À l'échelle africaine, nous avons notamment la politique africaine de Sa Majesté, le roi, contenue dans l'agenda africain pour la migration. À l'échelle européenne, l'ambition du pacte pour la migration et l'asile. Thank you very much. Apologies. Oui, je suis désolé, je dois vous interrompre. Merci. Si vous permettez une minute et je termine. Très vite, merci. Qu'attendons-nous donc? En réalité, si la migration constitue un enjeu commun, les intérêts restent souvent contradictoires. Pour qu'ils puissent converger, il faut dissiper les malentendus qui entourent le phénomène migratoire. Le premier malentendu est celui de la connaissance. Le deuxième malentendu touche à l'objectif des politiques migratoires. Le troisième malentendu concerne la méthode. Il faut cesser de confier les clés de la gestion migratoire aux passeurs en fermant les voies d'accès à la migration en Europe. La migration n'est pas que la gestion des frontières, il est aussi la promotion de l'organisation de la mobilité légale. La migration n'est pas un outil, pas plus qu'elle ne peut faire l'objet d'une externalisation. C'est une question de responsabilité partagée. C'est ainsi et uniquement ainsi que nous pourrons faire de la migration la force du partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Et je vous remercie. Thank you very much for sharing the words. Oui, merci beaucoup de nous avoir apporté les paroles du ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. Et donc maintenant, voyons encore certains des points qui ont été soulevés. On a beaucoup parlé du développement économique et du fait que pour les jeunes, c'est un aspect essentiel. Alors, on a parlé de ce manque d'investissement et de capitaux. Alors, regardons un peu les chiffres qui vont remettre les choses en perspective. Alors, si on regarde le manque de perspectives d'emploi en Afrique, on peut voir ici que bien qu'il y a eu une croissance économique dans le continent au cours de la dernière décennie,
ça ne s'est pas traduit par une croissance des emplois. Une des principales préoccupations des jeunes, c'est qu'ils veulent que le gouvernement s'attelle au problème du chômage et du manque d'emploi. Alors, des intervenants politiques ont dit que s'il n'y a pas d'itinéraire pour une migration régulière, eh bien, à ce moment-là, les gens qui ont besoin de perspectives économiques vont trouver d'autres itinéraires, puisqu'on ne leur en offre pas à la maison. Alors, voyons maintenant la question de la mobilité géographique. Alors, je vous ai dit que moi, je suis faisais partie de cette génération européenne qui s'est rendue dans d'autres pays. Ça a été d'ailleurs soutenu par le programme Erasmus. Ça a été un programme qui a incité des milliers de jeunes Européens à aller voir ailleurs. Mais on a un problème de libre circulation des personnes. Il existe un protocole à ce sujet, mais le président Kagame nous a bien dit qu'il y a trop peu de pays africains qui l'ont ratifié. Donc, c'est un cadre juridique qui pourrait offrir la possibilité de circuler, d'aller apprendre à l'étranger, qui n'a pas été suffisamment utilisé. On voit aussi qu'il y a d'autres défis en termes d'employer les personnes ayant des qualifications en Afrique même. Donc, je vais maintenant demander à certains intervenants de prendre la parole, des gens qui vont nous parler de leur propre réalité, de leur propre expérience de migration à l'étranger. Et donc, nous avons Ella Kojesh, qui est directrice exécutive de Choose Yourself et quelle est votre expérience, Kilichel? À quoi ça ressemble de partir dans un autre pays? Oui, bonjour. Alors, je vais parler en tant que personne qui a été une migrante de choix, en fait, et aussi quelqu'un qui a été une migrante de force. Donc, moi, je viens du Burundi, donc je peux dire qu'il y a pas mal d'Africains qui ont dû migrer vers d'autres pays d'Afrique. Et donc, le continent maintenant ouvert. On voit des Africains qui retournent en Rwanda, qui retournent au Bénin, parce que ces pays ont ouvert leurs frontières et donc ils ont permis à leur population de revenir à la maison. Et donc, je voudrais vous parler de deux choses qui sont importantes, qui doivent être prises en compte par les dirigeants. Il y a un déséquilibre entre les migrants africains et d'autres migrants. En fait, on voit qu'il y a pas mal d'atteintes aux droits de l'homme par rapport aux Africains qui essayent de franchir la Méditerranée. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ils perdent la vie. Et il est très difficile pour eux d'obtenir un statut régulier, une régularisation en Europe. Et il y a donc ce déséquilibre qui existe entre les pays. Alors, je voulais également parler aussi de la réalité qui existe lorsqu'il y a de la migration. On a parlé de la migration, mais en fait, on ne peut pas arrêter la migration. Il y aura toujours des gens qui voudront partir, qu'on le veuille ou non. La question, c'est de savoir comment on gère ces flux migratoires. Comment veillons-nous à ce qu'il n'y a pas d'atteinte à leurs droits humains et qu'on ne force pas des gens à partir, que les gens puissent partir, mais par choix. Et donc, je demande aux dirigeants qui sont ici de prendre toujours des mesures qui répondent aux besoins de ces personnes. Alors, moi, j'ai travaillé avec des réfugiés en Ouganda. La plupart des réfugiés avec lesquels on travaille sont des Burundais, des Rwandais, des Congolais et aussi des Somaliens, des Soudanais. Et en fait, on voit que ces gens voudraient parfois quitter les camps pour aller vers un pays européen, tout simplement parce que il est très difficile d'intégrer ces gens dans les pays d'accueil. Et puis maintenant, on a des pays comme le Rwanda qui offrent des solutions d'intégration très simples et très faciles pour les gens qui arrivent dans le pays. C'est facile de trouver un emploi, c'est facile de trouver une résidence et c'est facile de trouver un emploi. Donc, il faut se rendre compte que la migration a également à voir avec les inégalités. Le dernier point que je voulais aborder, c'est que on demande comment garder les Africains sur le continent. Eh bien, les médias ne nous aident pas parce que les médias montrent qu'il y a des Africains qui meurent en mer, mais
finalement, il faut se rappeler que la principale migration ou les principaux flux migratoires en Afrique, ce sont des flux intra-africains et non pas des migrants qui partent de l'Afrique vers l'Europe. Donc, il faut que les médias disent la vérité, qu'elles disent en effet que ce ne sont pas les migrants qui traversent la Méditerranée qui constituent le gros de la migration africaine. Pour qu'un Africain puisse aller d'un pays d'Afrique à un autre pays d'Afrique, aujourd'hui, très souvent, il doit payer un visa. Et il n'est pas encore certain qu'on le lui octroie. Donc, pour moi, une des raisons qui a fait que je suis retourné en Afrique alors que je vivais en Occident, c'est parce que on m'a dit « reviens ». On m'a dit « voilà, on sera heureux que tu reviennes, on va t'accueillir ». Et donc, c'est comme cela que l'on pourra faire en sorte que les Africains restent en Afrique. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Yasmine Rouel, est-ce que je peux vous demander de partager votre expérience de mouvement, de mobilité entre deux continents? Bonjour. Mon expérience est assez intéressante. Je suis née, j'ai été élevée en Europe. Je m'appelle Yasmine Ouaran, la fondatrice de We Belong. Donc, j'ai des origines africaines et européennes. Et donc, en fait, la migration et notre identité nous façonnent en tant que migrants. Alors, Judy Kaele a soulevé un point très important, notamment concernant les droits humains et le manque d'exercice des droits humains lorsque les Africains traversent la mer pour arriver en Europe. Et nous devons à tout prix relever ces défis, aborder ces échecs. Le Premier ministre de la Grèce a partagé ses préoccupations par rapport à des pays qui utilisent la migration, des pays voisins qui exploitent la migration, des pays avec lesquels l'Union européenne n'a même pas d'accord. Et l'Italie, par exemple, le pays où je suis né, n'a pas d'accord avec la Libye, pays très instable, et il y a une traite d'êtres humains gigantesque, tout simplement parce qu'il n'y a pas de gouvernement stable qui protège les migrants quand ils arrivent en Libye avant de se rendre en Italie. Donc, il faut évaluer, examiner ces échecs, en comprendre les raisons et se rendre compte qu'il y a une urgence. En 2015, on a parlé de crise d'urgence, de crise de migration. Il faut passer de l'urgence à un processus à long terme. Je vais peut-être vous sembler un peu cynique, mais ce n'est pas facile d'entreprendre une action conjointe entre l'Union européenne et l'Afrique. En fait, il y a 27 États membres dans l'Union européenne qui finalement manquent de volonté politique. Quand on parle de migration, la migration, c'est en fait un argument utilisé pour gagner les élections ou qui vont faire perdre les élections. Alors, We Belong, qui est une plateforme qui permet aux voix des migrants de se faire entendre. Et on essaie justement de changer l'impression qu'ont les gens de la migration, de changer le visage de la migration. Et quand on parle de migration, et ce sera mon dernier point, c'est qu'il faut faire la différence entre un migrant, un immigrant de descendance étrangère et un réfugié. Il y a des personnes qui doivent venir en Europe, qui auront besoin de venir en Europe. Il y a des personnes qui viennent pour des raisons économiques, mais il y a également des personnes qui reviennent en Europe parce qu'elles sont nées là-bas et qui doivent y être intégrées. Tant qu'il n'y aura pas d'inclusion, de représentation au niveau politique, il n'y a que, sur plus de 200 députés parlementaires en Europe, il n'y a que 20 qui sont de couleur. Et donc, pas étonnant du coup que les gens ne savent pas finalement ce dont ils parlent, de ce que d'être un migrant comme moi, qui finalement, je suis né en Europe et j'ai migré en Afrique, je suis revenu. Donc, il faut, avec ce partenariat, il faut offrir des opportunités économiques aux migrants parce que statistiquement, nous avons moins d'opportunités que les Blancs en Europe, simplement à cause de notre nom et de notre origine. Et nous devons être sûrs aussi qu'il y ait un retour.
le ministère des Affaires étrangères du Maroc m'a proposé, moi, d'origine migrante, l'occasion de revenir dans mon pays et de bénéficier d'un programme culturel. Donc, 200 personnes venant du monde entier qui ont une origine marocaine se sont rencontrées pour apprendre sur leur pays d'origine. Et donc, je voudrais encourager les pays d'Afrique de faire pareil et que l'Europe aussi encourage ces échanges. C'est crucial, essentiel, parce qu'on peut se sentir autant européen qu'africain et c'est très important que notre origine, toute notre histoire, soit considérée comme des forces plutôt que des problèmes ou des défis à relever. Merci beaucoup, Yasmine, pour vos suggestions très concrètes. Merci d'avoir partagé votre expérience. Je vais maintenant demander à Jean-Michel Severino de revenir sur certains des éléments que nous avons soulevés ici, à savoir le lien entre l'emploi, donc les opportunités économiques et la migration. Parce qu'il est clair que dans toutes les interventions que nous venons d'entendre, on sait que on se rend bien compte que cela est lié. Vous êtes le directeur général d'Investisseurs et Partenaires, ancien directeur général de l'Agence française de développement. Donc, je crois que vous avez un point de vue de longue date sur la question. Oui, merci beaucoup, madame. Merci de me donner la parole, de participer, de me donner l'occasion, pardon, de participer à ces discussions très importantes. Alors, moi, je viens d'une famille italienne, je suis membre d'une famille italienne dont tous les membres ont fui la Sicile au début du XXe siècle pour se rendre en France, aux États-Unis, au nord de l'Italie et en Amérique du Sud à cause de la pauvreté. Donc, les siècles changent, mais les problèmes restent les mêmes. Les gens fuient les pays où ils n'arrivent pas à survivre. Le président Paul Kagame a dit quelque chose de très important dans son introduction. Il a dit « Tout Africain devrait pouvoir mener une vie décente dans sa vie ou n'importe où en Afrique ». Mais malheureusement, la pauvreté reste la raison principale pour laquelle des gens fuient leur pays, veulent se rendre dans un autre d'Afrique, en Afrique ou en Europe, entre autres continents. Alors, l'avenir ne sera pas reposant. D'ici 2050, 55 millions d'Africains vont quitter le marché du travail en Afrique. Et on sait que seulement 250 millions d'emplois seront créés en Afrique. Donc, ça veut dire qu'il y a un véritable problème dans la situation de l'emploi. Et nous devons à tout prix concentrer tous nos efforts là-dessus, c'est-à-dire prévoir de l'emploi, créer de l'emploi. Mais j'ai quand même des bonnes nouvelles à partager. Je pense en fait que c'est faisable. Je pense qu'il est possible de créer des emplois productifs décents en Afrique, et dans des régions d'Afrique où il y a source plus importante de la migration. Par exemple, vous avez dit que j'étais le directeur d'Investisseurs et Partenaires. C'est une société d'investissement d'impact qui se consacre à la promotion des entrepreneurs africains. Nous avons créé plus de 10 000 emplois, des dizaines de milliers d'emplois depuis la création de notre association. Une entreprise que nous tenons, c'est CDS. C'est un fournisseur d'eau et d'électricité dans la Valley River du Sénégal, une région, un endroit qui est vraiment une zone de migration. Et une région du Sénégal qui a connu, qui connaît des conflits terribles, des actions du djihadisme. Et donc, nous avons commencé comme une start-up et il y a maintenant plus de centaines d'emplois qui ont été créés dans la Valley River du Sénégal en fournissant un accès à l'eau, à l'énergie solaire, également en permettant la création d'activités agricoles, des activités d'apprentissage, de la formation, de l'apprentissage de compétences. Enfin, le but étant d'améliorer aussi les conditions de travail dans cette région très pauvre et très reculée. Alors, l'impact sur la migration est réel. Les gens trouvent de plus en plus d'opportunités à gagner leur vie de manière décente, soit directement ou indirectement. En ce sens,
par des activités d'impact direct ou indirect. Alors, cette activité a été créée par un entrepreneur africain de Mauritanie et avec les années, on a vendu nos actions à des investisseurs importants qui sont là pour assister. Sidi Khalifo, président, directeur général et Deepenis Impact. Alors, ce genre d'expérience peut être reproduite n'importe où en Afrique. L'entrepreneuriat en Afrique est vraiment la tendance actuelle. C'est vraiment une dimension très présente dans la société africaine. Mais les entrepreneurs africains doivent avoir un meilleur accès au financement, à plus d'activités de renforcement de capacité. Alors, ceci est possible. Nous sommes effectivement... nous représentons un petit montant par rapport à l'aide étrangère et aux investissements étrangers directs, mais il n'empêche que ça peut vraiment avoir un excellent retour sur investissement. Et le secteur privé a vraiment un rôle à jouer. Donc, la coalition entre les investisseurs publics, les donateurs publics, les investisseurs publics, tels que les institutions de financement internationales, devraient permettre à ce que les fonds circulent plus facilement et puissent au sein de la société civile. C'est la société civile qui va inventer de nouveaux modèles économiques. La société civile le fait déjà. Des modèles économiques qui vont rendre l'Afrique plus prospère. Ce sont ces petites sociétés, ces groupes de la société civile qui vont permettre de créer des milliers d'emplois que même des grandes entreprises n'arrivent pas à faire. Et ces petites entreprises, ces petites associations, ces petits groupes vont pouvoir également proposer des actions de gestion de la migration. Le président Paul Kagame a parlé d'entreprises locales, basées au niveau local, avec des talents africains. Ce genre de choses existe déjà. Certains de ces jeunes Africains, entrepreneurs africains, ont déjà créé ça. Par exemple, il y a une société qui s'appelle Talenteum, qui est également une start-up, mais qui connaît une croissance rapide et qui fait exactement ça, du local. Et nous verrons dans les années à venir beaucoup d'exemples du genre naître. Alors voilà, allons dans ce sens, mettons l'accent là-dessus, sur la création d'emplois. Et à long terme, je suis sûre que ça représente une solution aux défis que représente la migration. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir partagé avec nous des exemples très concrets d'investissements qui ont un véritable impact. Je vais maintenant demander à Papa Amadou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes auprès de la présidente de la République du Sénégal. Alors, on va voir comment l'investissement ont permis de créer de l'emploi. Qu'est-ce que vous avez à partager avec nous du point de vue pour le Sénégal, de votre expérience au Sénégal? Alors, apparemment, on a un petit problème technique pour l'entendre. Donc, je vais donc demander à l'entendre Bernard Goustin, président du conseil de surveillance du groupe ELIA et coprésident du groupe stratégique AEF sur le transport et la connectivité. Alors, nous avons beaucoup parlé de mobilité. On a expliqué à quel point c'est important pour le marché du travail, mais également pour apprendre et connaître d'expérience dans d'autres pays. Mais tout cela dépend de certains éléments clés. Il faut que certaines choses soient en place pour cela. Alors, pouvez-vous nous faire part de votre point de vue? Selon vous, quels sont les éléments essentiels pour permettre cela, pour permettre cette mobilité intercontinentale? Merci tout d'abord de m'avoir invité à participer à cette réunion prestigieuse. Je suis très honorée d'en faire partie. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit son Excellence Paul Kagame. Chaque jeune Africain devrait pouvoir avoir envie de rester à la maison et en même temps pouvoir circuler librement d'un pays à l'autre au sein du continent africain. Alors, on parle beaucoup de migration, mais je voudrais parler un petit peu de mobilité. Bien sûr, je suis ancien président, directeur d'une compagnie aérienne, donc je suis habituée à la mobilité. Moi, ce qui me frappe vraiment quand je voyageais, quand j'allais en Afrique, c'était non seulement les difficultés administratives que j'y rencontrais, mais également les difficultés pour passer d'un pays à l'autre. On prend l'exemple de l'Europe, et l'Europe était séparée il y a des années de cela. Et quand on voit l'impact des moyens de transport, comme les trains à grande vitesse, les
appareils longs courriers. On sait que les gens peuvent facilement passer d'un pays à l'autre. Et la possibilité pour quelqu'un d'aller d'un pays à l'autre, la possibilité de faire circuler des marchandises d'un pays à l'autre, ça, c'est la base du bien-être économique. Et lorsque les gens auront la capacité à obtenir un emploi, pas uniquement dans leur pays d'origine, mais pouvoir avoir un emploi ailleurs, faire des affaires dans un pays voisin, sans rencontrer toutes les difficultés, tous les obstacles qui sont présents aujourd'hui sur le continent, ceci créera un certain niveau de croissance, de développement économique, de bien-être économique. Ça permettra de remédier également à cette disparité, à cet écart en capacité humaine. Donc les gens pourront rester dans le pays parce qu'il y aura des emplois, des opportunités. Et par ailleurs, tout en étant bien dans son pays d'origine, une personne peut également être très heureuse de pouvoir aller dans un autre pays pour y vivre, pour y trouver un emploi, pour investir dans un autre pays, pour être client dans un autre pays, fournisseur dans un autre pays. Et donc, là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à cela. Et ceci nous ramène à un thème essentiel que vous traitez au sein de la Fondation Afrique-Europe, c'est les infrastructures. Qu'on parle d'énergie, qu'on parle mobilité, il y a vraiment un problème d'infrastructure qu'il faut relever. Alors, ces écarts, ces différentes infrastructures, pour y remédier, il faut financer, investir. Et vous savez qu'une de mes grandes frustrations, ayant travaillé auprès de différents fonds de capitaux, de fonds de pension, il n'y a jamais eu autant d'argent aujourd'hui sur le marché. Et pourtant, il est extrêmement difficile de injecter cet argent dans des projets d'infrastructure en Afrique. Je veux dire que le jour où on arrivera à renverser cette tendance, à mettre fin à ce cercle vicieux avec des bonnes gouvernances, des bonnes institutions de financement et pas uniquement avec juste des autorités spéciales qui financent dans un pays. Non, il faut des investisseurs privés aussi, parce que c'est en Afrique que la croissance peut avoir lieu. Voyons la démographie, le développement démographique, le potentiel. Et donc, je crois qu'il faut vraiment investir dans les infrastructures. Lorsque les infrastructures seront en place, l'économie va suivre, la création d'emplois va suivre, la mobilité va suivre. Et je suis persuadée qu'à ce moment-là, cette migration sera la bienvenue, mais une migration qui n'est pas une migration forcée, mais une migration voulue, de plein gré et avec plaisir. Moi, je viens du secteur des compagnies aériennes, de l'aviation. Alors, je suis toujours choquée, moi, de voir, par exemple, il y a deux pays qui développent beaucoup ce secteur, le Rwanda et le Maroc, mais de voir ce déséquilibre entre les deux, ça me choque, et de voir à quel point il est difficile pour autant de circuler d'un pays à l'autre. On peut parler de la même chose pour les chemins de fer ou des transports publics en général. Bon, j'ai parlé un peu plus de la mobilité que de la migration, mais je pense qu'en fait, les deux sont liés. Ces deux thèmes sont tout à fait liés. Ce n'est qu'en faisant la promotion de la mobilité qu'on aura le type de migration que l'on désire. Et ce n'est absolument pas antinomique. La possibilité, la capacité d'aller d'un pays à l'autre, du point de vue administratif, mais du point de vue aussi purement physique, n'a rien d'antinomique à la migration. Voilà le message que je voulais à tout prix partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Bernard. Et nous allons maintenant donner la parole au ministère Papa Madoussa du Sénégal, le délégué général de l'entrepreneuriat. Voilà, je pense que vous êtes connecté. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Yes, go ahead. Yes, we do. Can you hear me clearly? Yes, we can. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bien. Alors, désolé, en fait, j'étais dans une réunion avec le chef de l'État, donc je suis ravi de vous rejoindre pour ce débat très important et pour vous faire part de mes réflexions par rapport aux questions évoquées aujourd'hui. Alors, de manière très brève, je pense que, à l'instar de ce qu'ont dit certains intervenants, notamment M. Jean-Pierre Severino, la migration, la mobilité et l'entrepreneuriat sont au cœur de ce que nous faisons ici à la délégation générale sur l'entrepreneuriat rapide qui a été créée par le président il y a 3 ans. L'idée, c'est de soutenir les jeunes entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs et jeunes entrepreneuses aussi, qui ont des projets, qui ont des idées
et on les aide à activer leur programme. On leur donne accès à des financements de 10 000 jusqu'à 100 000 et peut-être même jusqu'à 300 000 au travers d'un mécanisme de cofinancement avec d'autres partenaires financiers. Donc jusqu'ici, nous avons été en mesure de financer plus de 150 entrepreneurs dans le pays et nous avons investi plus de 150 millions de dollars par le gouvernement, mais avec un partenaire avec la Banque africaine de développement et avec l'AFD, l'Agence française de développement. La partie la plus importante et qui est très pertinente par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est un fonds que nous venons de mettre en place qui va faciliter la mobilité des Sénégalais à l'étranger, surtout vers les pays de l'Union européenne, en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Des jeunes qui ont des projets dans ces pays et qui veulent trouver des fonds. On met en place donc un mécanisme de cofinancement. C'est une sorte de financement participatif. Nous avons par exemple un projet d'agriculture et de transport dans une zone rurale du Sénégal qui représente après 100 000 dollars. Et donc, nous garantissons la moitié de ce financement et à vous de trouver le financement de contrepartie. Donc ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est nous avons des ingénieurs sénégalais très brillants qui ont été formés en France, en Angleterre et qui travaillent pour des grandes multinationales ou pour des grandes banques et qui reviennent au pays pour finalement restituer un peu de leur temps, 2-3 mois de leur temps pour coacher des jeunes entrepreneurs. Parce que les outils financiers, ça ne suffit pas en soi. Il faut du financement et il faut aussi des mécanismes de savoir-faire, de know-how, comme on dit. Et je dois dire qu'un des domaines clés que le promoteur de cette fondation Afrique-Europe a eu, et que je félicite d'ailleurs à cet égard, c'est de mettre en place des partenariats qui veillent effectivement à ce qu'il y ait de la mobilité entre l'Europe et l'Afrique. Parce que les gens qui vivent au Royaume-Uni ou en France depuis plus de 15 ans et qui reviennent au pays sont des gens qui font des allers-retours entre l'Europe et notre pays. Donc, il faut que ces gens puissent bénéficier de visas pour pouvoir faire... parce que ça permettra à ce moment-là de favoriser la circulation des cerveaux entre l'Europe et l'Afrique avec le soutien de fonds de promotion, mais aussi avec une promotion des cerveaux. Et donc, on va avoir une meilleure circulation des cerveaux plutôt que d'avoir un exode des cerveaux entre l'Europe et l'Afrique. Et puis, un dernier point et non le moindre, j'aurais parlé des flux migratoires. Le document qui a été produit par l'IUF montre que les principaux flux migratoires d'Africains, ils se situent en Afrique subsaharienne. Donc, il ne faut pas exagérer cette idée d'une Europe envahie par les migrants africains. Il faut de la coopération, il faut des partenariats féconds entre l'Europe et l'Afrique pour que chacun y gagne et pour que la migration devienne un investissement positif. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et vous nous dites une fois encore qu'il faut avoir, plutôt qu'un exode des cerveaux, il faut avoir un gain de cerveau et une meilleure circulation des cerveaux. Et ça veut dire que la mobilité doit devenir un élément important pour les Africains parce que ça ouvre des opportunités économiques. Alors, je voudrais changer finalement l'angle et la perspective et maintenant aborder la question des migrants irréguliers et des réfugiés. Et donc, je vais me tourner maintenant vers Alexander Betts, qui est professeur de migration forcée et d'affaires internationales à l'Université d'Oxford, où il est également directeur associé des sciences sociales. Et donc, vous vous spécialisez dans les personnes qui sont forcées, qui sont obligées de migrer à cause de problèmes de sécurité, à cause de conflits. Et on sait qu'il y aura de plus en plus aussi de réfugiés climatiques. Quelles sont les perspectives pour ces personnes qui sont obligées de migrer?
Est-ce que là où ils se rendent, on leur a offert des opportunités? Est-ce qu'ils ont pu trouver du travail? En fait, le président Kagame nous a dit que tous les Africains devraient avoir le droit à une vie digne dans leur pays ou en tout cas une vie digne ailleurs. Oui, merci. Je suis ravi de faire partie de cette discussion. Et c'est bien d'avoir mis sur la table la question des migrants forcés et des personnes déplacées. C'est vrai que la perspective européenne, c'est celle... on sait bien que pour l'Europe, la question des populations déplacées, des migrants irréguliers et des demandeurs d'asile, c'est vraiment une des questions essentielles. On a vu évidemment tous ces migrants qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Et nous savons que on sait de quel pays ces personnes sont originaires. Donc, il va falloir plus de leadership et il va falloir aussi de la coopération internationale des deux côtés de la Méditerranée pour voir comment on peut apporter une réponse durable aux réfugiés. C'est un domaine où on a également besoin de perspectives. Il faut reconnaître que la plupart des réfugiés ne viennent pas en Europe pour arriver dans des pays riches. Ils viennent surtout s'établir dans des pays qui sont avec des revenus moyens ou bas. Donc, on voit que la plupart des réfugiés sont des personnes qui ont été des personnes déplacées dans leur continent d'origine et puis qu'ils cherchent finalement asile dans le premier pays d'arrivée. Ces personnes sont déplacées pour toutes sortes de raisons. La fragilité de l'État ou bien des conflits latents. Il y a un nombre disproportionné qui viennent du Soudan du Sud, de la RDC, de la Somalie, de l'Érythrée, de la République centrafricaine, qui sont des États qui sont chroniquement fragiles. Et il y a aussi de nouveaux défis, puisque le changement climatique, comme on le sait, a fragilisé la gouvernance. Et donc, on voit par exemple qu'il y a de nouvelles populations déplacées dans la région du Sahara. Il y a aussi des défis dans la région du Tigré et de l'Éthiopie. Ce qu'on a essayé de faire au travers de la recherche que nous faisons à l'Université d'Oxford, c'est de montrer que les migrants peuvent contribuer aux sociétés qui les accueillent, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et même si les données montrent que la plupart des réfugiés en Afrique aspireraient se rendre dans des pays riches comme l'Europe, très peu le font. En fait, sur un an, les données montrent que les migrants dans les camps de réfugiés d'Est-Afrique ont très peu de chances de se rendre en Europe. 1% seulement de ces migrants ou de ces réfugiés vont pouvoir se rendre en Europe. Donc, la question, c'est comment apporter un soutien à ces réfugiés africains. Et c'est une responsabilité partagée entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, il faut offrir des opportunités socio-économiques, il faut offrir de l'emploi, de l'éducation. Les données sur 60 000 réfugiés dans les camps et dans des zones urbaines en Ouganda, au Kenya et en Éthiopie nous montrent que si on améliore les conditions de vie, les revenus, la sécurité alimentaire, la santé, eh bien, on améliore la cohésion sociale, c'est-à-dire les relations entre les réfugiés et les communautés d'accueil, et que ça permet aussi de réduire les aspirations et la mobilité des gens qui ne désirent plus aller en Europe parce qu'on leur offre des emplois et de l'éducation sur place. Donc, quand l'Europe investit et soutient des pays qui accueillent des réfugiés, qui les aident à offrir de l'emploi, à offrir de l'éducation et aussi d'avoir une propriété, de créer une entreprise, eh bien, à ce moment-là, les réfugiés, sachant qu'ils ont accès à des solutions sur le long terme, eh bien, ne veulent plus partir. Donc, ça montre que la coopération peut être mutuellement avantageuse. Il y a des exemples où cela fonctionne. En Ouganda, il y a pratiquement 5,1 millions de réfugiés, mais il y a eu des politiques qui ont été mises en place pour donner le droit au travail à ces migrants et la liberté de circulation. Et donc, ces politiques ne sont pas forcément parfaites, mais en tout cas, elles sont durables et elles fonctionnent. En Éthiopie, on a adopté une législation progressiste en 2019. Une législation qui donne le droit de travailler aux réfugiés. Elle n'est pas totalement mise en œuvre,
mais elle est due à la coopération avec l'Europe, avec un engagement de l'Union européenne d'investir, aussi un engagement pris par le gouvernement britannique et par la Banque mondiale. Dans une région du Kenya, il y a eu une coopération qui s'établit avec un fonds fiduciaire, fonds de coopération avec l'Union européenne, et donc qui a permis d'avoir une meilleure relation entre les réfugiés et qui venaient surtout du Soudan du Sud et la population locale. À nouveau, en donnant à ces réfugiés la possibilité d'accéder au marché, de créer leur emploi et d'avoir un meilleur accès aux communautés. Et donc, on a besoin d'aide publique au développement. Pour cela, il faut que l'on contribue à des investissements et il faut trouver des solutions qui soient bénéfiques à la fois pour l'Europe et l'Afrique. C'est la seule façon d'aider les populations déplacées sur le continent africain. Merci pour ces exemples concrets qui sont très utiles et qui montrent que c'est une occasion partagée, mais aussi une responsabilité partagée. Et donc, toujours sur ce thème de l'impact humain et du coût humain de la migration, surtout de la migration forcée, je voudrais vous présenter Pratik Youssef, qui est directeur pour l'Afrique au Comité international de la Croix-Rouge, où il travaille depuis 2005. Et donc, je voudrais lui demander de nous parler un peu plus de l'impact de la mobilité et des défis de la migration. Merci et une fois encore, je suis ravi et honoré de faire partie de ce débat à la fois ponctuel et très utile. Alors, du point de vue du Comité international de la Croix-Rouge, qui travaille avec un immense réseau de volontaires, c'est-à-dire les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, on essaye toujours de se souvenir que quand on aborde la question des migrations, il faut être très précis dans l'analyse des données et aussi d'être très spécifique par rapport au contexte et par rapport au pays ou sous-région d'où viennent les migrants. Quelqu'un qui quitte le nord du Mozambique a d'autres raisons de partir que quelqu'un qui quitte le Sénégal ou Dakar. Et donc, ça veut dire qu'il faut redéfinir les choses. Et Ibrahim, il y a 2 ans, je me rappelle bien, disait nous devons bien définir la migration, parce que la migration, c'est avant tout une adaptation, un mécanisme de survie. Et ça fait qu'on observe la problématique sous un autre angle. On voit que les schémas, vu les différents facteurs qui peuvent inciter à migrer, appellent justement à avoir une analyse plus fine. Et c'est vrai qu'il y a, par exemple, le changement climatique, la violence, les conflits, qui ont un effet direct sur ces mouvements migratoires. Et donc, c'est de cela dont il faut parler. Et parler non pas des symptômes, mais de la réalité des pays. Il y a 20 pays en Afrique, enfin entre 15 et 20 pays d'Afrique, qui vivent actuellement les atrocités de la guerre et des conflits, et où la situation est vraiment dramatique. Et donc, on ne peut jamais oublier les conflits, le type de violence qui amène les gens à quitter leur pays, à passer les frontières. Il y a des conflits de nature ethnique, mais il y a aussi la dégradation de l'environnement, les atteintes aux droits de l'homme. Et puis, il y a les changements climatiques. Prenons le Mali aujourd'hui, qui accueille 400 000 personnes déplacées sur son sol, déplacées de manière interne. Eh bien, a vu une augmentation de ces populations déplacées en à peine 8 mois. Et ça vaut aussi pour d'autres pays comme l'Éthiopie. Je pense que l'Europe a beaucoup à apporter. Et donc, je reviens toujours à la sagesse qui est exprimée par différents chefs d'État africains, dont le président Paul Kagame. En fait, il faut que les Africains trouvent eux-mêmes les solutions aux problèmes africains. Et donc, il faut trouver des façons de résoudre les conflits. Il faut parvenir à restaurer la cohésion sociale. Il faut aussi combattre le sous-développement, créer de l'emploi et puis éviter les guerres qui a mené des pays comme la Somalie à connaître des atrocités depuis à peu près 30 ans ou d'autres pays à connaître des crises latentes.
Et ça veut dire qu'il faut davantage de respect pour les personnes, pour leur vie, pour leurs moyens d'existence. Et si tout cela était inscrit dans le droit humanitaire international, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, on pourrait mettre en place une feuille de route qui permette de réduire tous ces facteurs qui contribuent à l'immigration. Donc, il faut que l'on se demande si on doit continuer à parler de ce qui fait mal ou parler du remède. On a donné l'exemple du Sahel. Aujourd'hui, la principale recette pour un migrant qui veut aller d'un endroit à l'autre, c'est de prendre des itinéraires clandestins. Et malheureusement, compte tenu des différents cadres réglementaires qui existent, eh bien, ils se retrouvent pris dans des réseaux et dans les mains de trafiquants. J'ai entendu que des gens avaient payé 14 000 € rien que pour se rendre au Niger et puis seulement aller vers la Libye. Donc, il faut que nous exprimions les préoccupations de 38 millions de personnes qui sont des réfugiés, des personnes en transit ou bien qui prennent la route vers la Méditerranée, vers les pays du Golfe. Il est impératif que nous prenions des mesures immédiates qui revoient les règlements, les politiques et les pratiques liées à la migration et aussi qu'on mette en place des flux financiers qui permettent d'éviter justement ces migrations entre pays africains vers l'Europe. Et donc, il faut tenir compte de la préoccupation humanitaire pour ceux qui restent dans les camps. D'un côté, on a une Afrique qui, d'une façon, est en mesure de promouvoir ce que son Excellence le ministère du Sénégal a mentionné, c'est-à-dire la création d'espace, la création d'opportunités, mais en même temps, nous devons nous réveiller et comprendre qu'il y a des problèmes pour les migrants disparus, pour ces personnes qui sont disparues. Eh bien, c'est atroce pour elles, mais c'est aussi pour leur famille parce qu'elles restent pendant des années sans nouvelles de ces personnes. Donc, il faut que nous trouvions des solutions et des organisations comme la mienne se battent pour essayer d'apporter une réponse à ces familles. Et pour terminer, je pense que le but, c'est d'avoir une perspective humaine liée à une réalité humaine que l'on ne pourra jamais changer, à savoir la migration, c'est-à-dire le mouvement de population. Et donc, il va falloir qu'on s'attelle à ce phénomène plutôt que d'essayer d'être aveugle à son existence. Et donc, merci. Eh bien, maintenant, je vais donner la parole au responsable de l'OIM, de l'Organisation internationale sur les migrants, Hugo Chi Daniel, qui est directeur général adjoint chef des opérations dans cette organisation. Et donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de création d'emplois, de mobilité, et donc ça pose des problèmes politiques. Il faut créer à la fois la sécurité et aussi des possibilités pour ceux qui en cherchent. Alors, comment envisagez-vous les deux aspects de cette problématique? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier, je voudrais rejoindre aux autres membres du panel, je voudrais remercier la Fondation d'avoir invité l'OIM à partager son point de vue avec d'autres parties prenantes. Alors, je trouve que la migration et la mobilité sont très importantes aux yeux de l'OIM dans le partenariat UE-Afrique. Pour nous, le sommet sera une occasion d'arriver à un véritable partenariat équilibré, complet entre l'Union européenne et l'Afrique. Et nous pensons qu'il est essentiel que ce partenariat soit renouvelé, qu'il soit aussi en mesure de mettre la mobilité et la migration au service du développement. Pour ce faire, parmi les priorités en matière migratoire, ce serait que l'Union européenne et africaine aborde cette question de manière équilibrée et il faut qu'elle soit en mesure d'informer ou un nouveau partenariat UE-Afrique. Un premier accord a été conclu qui couvre l'ensemble des aspects de la migration et de la mobilité de manière globale et ça donne finalement un schéma directeur pour une meilleure coopération. Et parce que c'est global, cela couvre toutes les problématiques dont on a discuté aujourd'hui. Le premier forum de révision des migrations
permet aux États de déterminer quelles sont les actions qui pourraient être prises par ce partenariat UE-Afrique. Évidemment, le problème qui subsiste, c'est celui des données désagrégées en matière de migration. Et donc, toute politique doit se baser sur des données solides, sur des recherches solides. Et beaucoup ont déjà dit que ces données devaient être recueillies de manière plus générale. Et donc, il faut vraiment veiller à ce que cette recherche sur l'immigration fasse partie du dialogue politique et de la programmation entre l'UE et l'Afrique. Alors, je suis conscient du temps. Donc, je voudrais me concentrer sur 3 aspects, les canaux juridiques et l'intégration transversale de la migration dans la transition numérique. Alors, comme les principaux flux migratoires ont lieu en Afrique, le partenariat devrait trouver des parcours légaux permettant aux Africains de se déplacer d'un pays africain à l'autre. Ça veut dire qu'il faut faire progresser la mise en œuvre et l'application du protocole sur la libre circulation des personnes en Afrique. Et on peut sans doute s'inspirer du processus d'intégration européenne en disant que l'Union européenne, ce serait la destination des migrants africains. Ce serait faux. Je pense que les membres de l'UA devraient mettre en place un partenariat amélioré des migrations. L'OIM pense que l'accent devrait être mis sur ce partenariat à tous les niveaux. Sur le retour, la réadmission, la coopération UEAA devrait continuer de promouvoir des options décentes de retour avec une préférence donnée au retour volontaire et une approche intégrée à cette réintégration. Alors, une nouvelle task force UA Nations Unies qui a été créée en marge du dernier sommet, de même que l'initiative conjointe sur la protection des migrants et la réintégration des migrants, ont montré l'importante contribution des États africains au retour et la réintégration de groupes émigrés. Grâce à ce partenariat, plus de 1000 migrants ont accès à des options de retour sûres et décentes, et des systèmes de retour ont été renforcés qui ont profité à plus de 93 000 migrants et communautés. Nous pensons que cet appui prévisible devrait se poursuivre en partenariat avec les États africains. C'est essentiel pour consolider et pour consolider les progrès accomplis jusqu'ici. Enfin, une priorité verte et numérique devrait également s'inscrire dans ce partenariat avec l'intégration transversale d'une migration bien gérée. S'agissant du climat et de la migration, la coopération doit viser à prendre en compte les besoins des migrants et aussi tenir compte des problèmes dus à ce changement climatique. Est-ce que ces personnes ont besoin de déménager ou est-ce qu'on peut trouver des mesures d'adaptation? Il y a des exemples innovants d'un partenariat large permettant de mettre en place des méthodes d'adaptation en plus des mesures de protection. Dans le domaine de la transformation numérique, le partenariat peut promouvoir l'apport de capitaux et aussi trouver des mécanismes qui favorisent le retour et la réinstallation. Vous savez qu'il y a des millions d'Africains qui n'ont pas de moyens d'identification et donc la numérisation serait sans doute un moyen qui permettrait d'arriver à leur donner ces documents d'identité. Et d'ailleurs, ce serait un prérequis pour une politique de migration. Et donc, il me tarde de soutenir les États africains et européens dans la mise en œuvre d'un partenariat renouvelé qui sera profitable à une meilleure gestion de la migration et une plus grande mobilité pour tous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Hugo et Daniel, d'avoir partagé ces perspectives. Merci d'avoir expliqué ce que met en avant l'Organisation internationale de la migration. Alors, sachez qu'il y a 3 journalistes qui ont suivi nos conversations et peut-être qu'ils voudraient poser une question maintenant. Nous allons Benjamin Fox de Reactif, Sumashuka de CNBC Afrique et Maki Awara de Impol. Voilà, si vous voulez poser une question, c'est le moment de le faire. Hello, go ahead. Allô, Allez-y. oui, bonjour. Oui. Alors, merci pour toutes les interventions qui sont passées et qui ont été extrêmement intéressantes. Ma question est la suivante. Quels sont aujourd'hui les éléments de refondation structurelle, politique, économique et financière indispensables pour une migration et une mobilité qui s'inscrivent dans la nécessaire démarche de co-construction, de développement entre l'Europe et l'Afrique? Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Medjima, est-ce que vous voulez poser votre question? Oui, merci. Je voudrais demander aux intervenants qui sont exprimés, on a parlé beaucoup de financement, de développement, d'améliorer la libre circulation au sein de l'Afrique. En fait, il faut savoir que, comme l'ont dit certains panélistes, il faut saisir l'opportunité de l'absence de conflit pour l'instant. En fait, quelqu'un parle également de la mobilité entre l'Europe et l'Afrique. Que les Européens viennent souvent en Afrique pour y créer des entreprises, employer des ressortissants étrangers et ils mènent une chouette vie, mais on ne peut pas dire la même chose des Africains qui se rendent en Europe. Donc, quels sont les changements politiques auxquels qu'on pourrait espérer? Parce que il y a eu des investissements internationaux pour le développement depuis des années. On ne peut pas vraiment dire que ça a eu un impact positif sur la migration parce que les conflits se poursuivent. Donc, je me demandais comment, d'un point de vue stratégique, on peut améliorer cela au sein de l'Afrique, donc de libre circulation de l'Afrique et de l'Afrique vers l'Europe. Merci. Merci beaucoup. Benjamin Fox, vous avez une question? Allez-y. Oui, merci. J'ai une question qui s'inscrit dans ce que Hugo Daniels vient d'expliquer. L'Europe est une forteresse qu'il est difficile de pénétrer en tant qu'Africain, surtout. Et pour autant, il va y avoir un sommet crucial dans 2 semaines et les dirigeants continuent de mettre l'accent sur le contrôle des frontières en laissant de côté le fait qu'il y a des parcours tout à fait légaux, des entrées légales. Et donc, il faut à tout prix identifier quels sont ces parcours légaux, échanger des programmes entre les différents secteurs, les programmes prévus par l'Europe, pour se conformer aux exigences en matière de migration. Mais il faut une volonté politique pour encourager aussi la migration légale. Merci beaucoup. Voici 3 questions très intéressantes de nos journalistes. Maintenant, je voudrais demander à quelqu'un du panel, des grands experts, de répondre. Qui voudrait répondre? Donc, la question, c'est le fait que l'Europe est une forteresse et qu'il faut des systèmes pour des parcours légaux. Il faut adopter des changements stratégiques et politiques suite aux décisions politiques qui ont été prises. Et qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour identifier des trajectoires légales ou des parcours légaux? Alors, sachez qu'on a déjà dépassé le temps de notre rencontre, donc merci d'en être conscient. Donc, merci d'être bref dans vos réponses et vos interventions. Oui, merci beaucoup. Je vais répondre à la question de Benjamin Fox. C'est une question qui aurait déjà dû être posée il y a longtemps de cela. Je pense que les gouvernements auraient dû investir dans la création de structures, de mécanismes où l'Europe et l'Afrique gèrent la migration ensemble. Et avec toutes ces discussions, ces conversations, on comprend maintenant que l'Afrique, au sens général, est le grand perdant. Et
il y va aussi de la responsabilité, bien sûr, des dirigeants africains pour mettre ce mécanisme sur la table, pour participer, faire pression, exiger de l'Europe que la migration devienne légale. Effectivement, il faut des itinéraires légaux. Et donc, moi, je mets cette responsabilité sur les épaules des dirigeants africains. Merci beaucoup. Il y a plusieurs membres du panel qui voudraient répondre. Merci de ne prendre que 30 secondes pour votre réponse. Alexandra, Yugoshi Yasmine et Papa Madoui, je serai très bref. Pour en revenir aux fondements politiques qui doivent être recréés pour permettre la coopération entre l'Afrique et l'Europe, comme Benjamin l'a dit, c'est difficile de négocier cela parce qu'il faut qu'il y ait des opportunités socio-économiques et qu'il y ait des parcours sûrs et également des conditions d'admission et de retour. En fait, comment arriver à une gouvernance multilatérale au niveau politique? Comment pouvoir bien répartir les rôles et avoir un poids aussi, un poids dans cela et un poids équilibré, qu'on soit l'Afrique ou l'Europe. Il y a des organisations internationales qui ont différents points de vue par rapport à cela. Ce qui nous manque, c'est qu'il y ait un deal efficace, des accords efficaces qui comprennent bien les valeurs et les intérêts des États impliqués. Est-ce que c'est à l'OIM ou au commissariat des réfugiés, un système européen, ou est-ce qu'il faut trouver ce système ailleurs? Merci, Alexandre. Ministre Papassou, est-ce que je peux vous demander d'intervenir? Alors, je serai très bref. En quelques mots, je voudrais m'assurer qu'on ne rate pas le coup. La migration régulière et légale de l'Afrique vers l'Europe, alors je pense notamment au fait que la plupart des départs, effectivement, se situent en Afrique, et cela parce qu'il y a un manque d'opportunités économiques dans le pays de départ. Et c'est lié, bien sûr, aux conflits qui font rage, à la vulnérabilité de certains États. J'ai rédigé différents articles sur la migration. Ce que j'ai lu également, c'est que des migrants qui vivent dans des foyers, des centres d'accueil en France, ce qu'ils recherchent, en fait, c'est d'avoir un travail. Ils envoient l'argent dans leur famille et ils veulent retourner après. C'est ça leur but. Et j'ai rédigé un article dans lequel j'explique que les ressources que l'Union européenne met en place par Frontex, notamment, eh bien, 40 à 50 de cela pourrait être utilisé pour l'éducation, la formation, le renforcement des capacités, la migration circulaire. Alors là, oui, je crois que ça permettrait de mieux contrôler, gérer les flux de personnes. Merci, merci beaucoup. Alors vraiment, nous n'avons plus de temps et donc vraiment, je ne peux vous accorder que 30 secondes. Ugoshi, qu'est-ce que vous diriez? Je vais très rapidement répondre à la question de Benjamin. On a encouragé les déséquilibres entre les priorités européennes de retour et d'admission. Mais en fait, la réponse très rapide, on sait que la seule manière de mettre fin à la migration illégale et de récolter les fruits d'une migration légale, c'est en adoptant une approche complète qui couvre les différents objectifs, et c'est certainement ce que l'Organisation internationale de la migration cherche à promouvoir. Voilà, j'en resterai là, vu l'heure qu'il est. Oui, merci, nous sommes vraiment déjà en retard. Je sais que certains membres du panel voudraient répondre, mais est-ce que je peux vous demander de mettre vos réponses dans le chat pour que nos journalistes puissent les lire? Je voudrais maintenant inviter Haile Santos de la Europe Foundation de contribuer, tout en sachant que vous n'avez que 30 secondes pour faire un petit résumé de ce que vous avez entendu. Oui, merci beaucoup. Je
crois qu'il faut renverser l'ordre des choses. La première chose, la priorité, c'est de définir des parcours légaux pour la migration. C'est là qu'on doit concentrer nos efforts. Ces parcours légaux existent, comme l'a très bien dit le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, puisqu'ils existent avec le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal. Donc, et avec des droits pour les migrants, parce que c'est ça qui compte en fin de compte. Également la portabilité de leurs droits de pension. Et si on met vraiment l'accent, si on concentre les efforts sur ces parcours légaux, et deuxièmement, si lors du prochain sommet, on arrive à envoyer un signal fort pour que les investissements aient lieu dans les compétences, la formation, et en troisième lieu viendrait la lutte contre la traite des êtres humains, qui doit également se faire en partenariat, parce qu'il y va de la dignité des personnes. Alors là, on aura tous les ingrédients nous permettant de suivre les bons conseils qui nous ont été exprimés par le président Kagame et Mitsotakis de Grèce. Je voudrais maintenant rendre la parole à Ibrahim pour récapituler. Au début, nous avons commencé par émettre un point de vue, de citer des chiffres pour situer les choses dans le contexte. On a parlé de l'emploi, des opportunités économiques, du besoin de créer des itinéraires de parcours légaux, et vous avez un os de contention, une pomme de discorde entre l'Afrique et l'Europe. Et donc, d'ici quelques semaines, d'en avoir un sommet. Et on voudrait vraiment, effectivement, ouvrir la voie à une autre dimension de la discussion. Eh bien, merci. Nous avons eu un excellent débat. On a abordé les choses sous différents angles et on a évoqué des choses importantes. Il faut comprendre quels sont les facteurs de migration. Il faut que l'on ne qu'on ne confonde pas les migrants avec les réfugiés. Bon, parfois, ça devient un peu du ping-pong politique, cette histoire. On a besoin d'évolution, etc. Mais ce qui est le plus remarquable dans ce débat, je pense, ça a été les déclarations faites par le président Kagame et par le ministre Mitsotakis. Il est intéressant d'écouter ce qu'ils ont dit. Je vous invite d'ailleurs à les réécouter. Il serait fantastique que ces deux dirigeants puissent se rencontrer. Peut-être en marge du prochain sommet, ce serait très rafraîchissant parce que tous deux ont donné des bonnes idées très concrètes. Et ça changerait la donne. Plutôt que les Africains soient assis d'un côté, les Européens soient assis de l'autre, et puis qu'on se parle, si les dirigeants européens et africains pouvaient vraiment essayer de mettre en place un livre blanc ou un cadre, à ce moment-là, on pourrait faire vraiment avancer les choses, parce qu'on aurait un plan raisonnable. Enfin, je voudrais simplement demander à notre invité marocain. Bon, on n'a pas évoqué son nom, donc je ne connais pas son nom. Donc, un message au ministre des Affaires étrangères. Bon, c'est dommage qu'il n'ait pas pu assister à cette réunion à cause d'une contrainte de dernière minute, mais gageons que nous puissions le revoir lors du sommet UE-Afrique. Donc voilà, veuillez lui faire part de ce message. Et donc, une fois encore, merci à toutes et à tous pour cette très belle discussion. Et donc, sachez que la semaine prochaine, nous aurons notre troisième et dernier débat avant le vrai sommet UE-Afrique qui, nous l'espérons, cette fois-ci sera différent des autres. Merci d'avoir consacré du temps à ce débat et merci de votre participation. Merci beaucoup, Mo. Comme vous l'avez dit, rendez-vous jeudi prochain à 17h, heure de Paris, même lieu, même heure. Et on va parler de l'accès aux vaccins et l'équité dans le partenariat Afrique-Europe. Au revoir depuis Bruxelles.